Sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat. Vous le savez, nous sommes jeudi et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir, je salue vraiment tout le monde panafricain et je tiens à dire que ce soir nous allons avoir une thématique très enrichissante. Alors j'ai annoncé un petit peu la couleur, puisque vous m'aviez déjà prévenu la semaine dernière, parler d'un pan de l'histoire guadeloupéenne qu'on ne connaît pas du tout, justement la piraterie, la piraterie dans les Antilles. C'est vrai que si vous n'en avez pas parlé, j'ai pas beaucoup de références à ce niveau-là, voire quasiment aucune, à part que je sais qu'ils ont coulé beaucoup de navires au Moule, vers le Moule, mais sinon, on n'est pas vraiment au courant de cette histoire. Et justement, pour en parler aussi avec nous ce soir, nous avons Laurent Tavernier de la Confrérie des Corsaires. Bonsoir, monsieur Tavernier. Bonsoir à Rolnus, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Caladis qui vont nous écouter ce soir et qui, j'espère, vont apprendre davantage sur notre histoire qui nous appartient. Donc, une confrérie, on a quand même une confrérie de corsaires en Guadeloupe, hein? Bien sûr. Depuis combien de temps? Depuis 2019. L'association a été créée officiellement en 2019. Parce qu'on s'est rendu compte justement que ces hauts faits historiques de la Guadeloupe étaient complètement méconnus du grand public. Et on s'est dit comment que Disney, que tout le monde connaît, a réussi à faire de notre histoire quelque chose de complètement fantasmagorique qui leur rapporte 10 milliards. Donc Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc s'inspirer finalement d'histoires réelles dans nos eaux. Voilà. Voilà. Et donc, juste pour donner un chiffre, le premier film de Pirates des Caraïbes a rapporté 3 milliards d'euros. Donc nous qui avons cette histoire qui nous appartient, ce sont des faits extrêmement méconnus, qui n'est pas forcément dévolu au grand public. Donc on s'est dit comment allier le patrimoine en faisant un produit d'appel touristique qui puisse servir à la Guadeloupe et qui permette dans un premier temps de faire de la pédagogie pour que les Guadeloupéens se réapproprient cette histoire qui est la nôtre. Donc c'est pourquoi en 2019, officiellement, on a créé l'association, la Confrérie des Corsaires, Pirates et Fibustiers de la Caraïbe, et qui a pour but donc de créer des animations innovantes autour de cette thématique et de cette épopée historique. Alors avant d'en venir justement à l'organisation peut-être de ces offres touristiques, pour amener, le professeur me parlait peut-être des Anglais qui ont perdu des bateaux dans nos côtes. C'est une histoire qui est la nôtre, qui est très intéressante parce que c'est vrai que quand on parle du marronnage, on parle surtout du marronnage terrestre, c'est-à-dire les hommes qui partaient pour aller dans les bois, dans la forêt, dans les montagnes. Mais sur le marronnage, petite parenthèse, oui. J'ai lu quelques histoires et je pensais en fait que c'était des petites fugues, mais j'ai vu qu'il y a des marrons qui passaient leur vie dans les bois, des 30 ans, 40 ans. Oui, totalement. Non, il y a eu quand même des mouvements dans la Caraïbe de plusieurs centaines de milliers de personnes. Non, c'est des villes. Il y a une grosse méconnaissance. Il y a une grosse méconnaissance à ce niveau-là. Mais vraiment, la partie maritime, elle mérite vraiment une médiatisation. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des personnes qui étaient déportées, donc venant d'Afrique, et qui marronnaient sur les bateaux des pirates. Et c'est pour ça que toute cette histoire de la piraterie est une histoire qui nous concerne au premier chef, parce qu'il y avait beaucoup de pirates qui étaient de la Guadeloupe, et ils étaient réputés à travers le monde. Et cette épopée, elle est plus connue en dehors de la Guadeloupe, sur d'autres latitudes qu'en Guadeloupe même. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était important que M. Tavernier parle de ces récits fantasmagoriques, comme cette fameuse flotte donc de plusieurs milliers de bateaux, donc plusieurs centaines de bateaux, on parle près de 1000 bateaux que les pirates de la Guadeloupe ont coulé à Basse-Terre. Enfin, il y a beaucoup de choses à connaître, à commencer par le début de la chose, parce que c'est enrichissant. Voilà, il faut le dire clairement. Alors, on veut en apprendre plus ce soir. Donc, Laurent Tavernier, dites-nous tout. Pour commencer, pour être un peu plus synthétique, l'histoire de la piraterie aux Antilles commence dès le XVIe siècle. Tout le monde a entendu parler de l'île de la Tortue, qui est en Haïti, qui a été un repère de flibustiers, parce que dès le XVIe siècle, donc la Caraïbe est pris par ce mouvement, on va dire, de pirates. Donc on a des flibustiers, des forbans, où le repère central se trouve à l'île de la Tortue et d'où le nom d'ailleurs d'un pirate des Caraïbes où on voit beaucoup le symbole de la tortue qui vient donc notamment de cette île de la Tortue en Haïti. Ensuite, pour ce qui concerne l'épopée des corsaires de la Guadeloupe, c'est une affaire qui commence dès le XVIIe siècle et qui va aller donc de 1793 jusqu'à 1810. Et
la beauté de cette histoire sur les corsaires de la Guadeloupe, c'est que le fait corsaire de la Guadeloupe, dans un premier temps, a permis à des libres de couleur et des noirs, des anciens esclaves, à devenir corsaires pour obtenir la liberté. Grâce aux corsaires de la Guadeloupe, en 1794, c'est ce qui nous a permis de reprendre la Guadeloupe, parce que vous savez bien que pendant cette période, la Guadeloupe était sous une autre domination, n'était plus sous domination française. Donc en 1794, avec l'appui donc de Victor Hugues et de la Convention, grâce aux corsaires de la Guadeloupe, et j'insiste, aux libres de couleur et aux anciens esclaves, donc aux Noirs, aux Guadeloupéens, c'est ce qui nous a permis de reprendre la Guadeloupe en 1794. Et les corsaires de la Guadeloupe, donc les libres de couleur et les anciens esclaves, ont mené la Révolution française ici, mais l'ont financée, notamment grâce à la guerre de course, parce qu'on va s'étaler sur cette période qui est une période extrêmement bien documentée. La guerre de course. Donc la guerre de course, c'était l'activité donc des corsaires. Et à cause donc du fait corsaire de la Guadeloupe, c'est ce qui a fait la quasi-guerre entre les États-Unis et la France. Et c'est ce qui a fait qu'à cause donc des marins guadeloupéens et donc des corsaires guadeloupéens, c'est un peu à cause de ça que les États-Unis ont créé l'US Navy. Donc, de 1794 à 1798, la Guadeloupe devient une république corsaire indépendante. Une république corsaire. Et j'insiste sur ça parce que la Guadeloupe, selon les mots donc, de l'historien M. Lacour, a qualifié la Guadeloupe d'une puissance. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du mot. On ne parle pas de république, on parle de puissance. C'est-à-dire que la petite île de la Guadeloupe qu'on connaît aujourd'hui, avec ses dépendances, était considérée comme une puissance au même titre que des grands pays européens. Et pourquoi ? Parce que le fait corsaire de la Guadeloupe a amassé tellement de richesses qu'on a même expédié de l'argent. On a envoyé des munitions. On a envoyé des bateaux parce que il y avait sur le fait... Pourquoi ces envois? Pour mener des révoltes, des choses comme ça? J'ai expliqué que c'est à cause donc, des corsaires de la Guadeloupe, et donc du fait corsaire de la Guadeloupe, qu'on a mené la révolution, mais on l'a financé. Donc cet argent a permis de financer beaucoup de guerres en Europe, et notamment à la mère patrie, mais que les corsaires de la Guadeloupe, grâce donc à cette activité de la guerre donc aux libres de couleur, on avait deux faits sur le fait corsaire. Donc on avait le fait corsaire qui allait en grande mer, donc avec les grands bâtiments, mais Victor Hugues a créé un autre système dans le système. C'est-à-dire qu'on avait au large donc, des côtes de la Guadeloupe, donc on partait donc de l'Anse de Vieux-Habitants jusqu'à Baie-Mahault. Donc vous avez bien vu que dans toute cette partie de l'île de la Guadeloupe, on a beaucoup d'anses. Victor Hugues a créé ce qu'on appelle en anglais, les Anglais les appelaient des pirones, ou les Espagnols les appelaient les picarones, qui étaient des petites embarcations, donc qui étaient soit des petits bateaux qu'on connaît, ou des péniches, où vous aviez des libres de couleur, donc des noirs avec des blancs qui pillaient encore ces bateaux, qui amenaient encore de l'argent supplémentaire. Donc tu veux dire que à cette époque-là, les pirates finalement de Guadeloupe étaient tellement puissants et tellement en capacité de voler tout ce qui est en mer en fait, qu'ils amassaient tellement d'argent qu'ils devenaient un centre de décision mondial. Oui, parce que je vais expliquer que la Guadeloupe devenait une puissance. Le gouverneur Collot avait déjà armé la Guadeloupe en défense militaire. Donc toute la côte de la Guadeloupe était déjà bien défendu de manière défensive. Mais au-delà de ça, c'est là où je veux insister et rappeler le rôle des Guadeloupéens et le rôle des libres de couleur. C'est que quand on nous qualifie de puissance, c'est qu'on avait, en plus de l'argent qu'on amassait, on avait 3 armées de bataillons de 12 000 soldats qui étaient composés que de libres de couleur et d'anciens esclaves. Et sur 100 esclaves, sur 100 personnes, on avait à peu près une quinzaine ou une vingtaine de blancs. Ce qui démontre aujourd'hui que la Guadeloupe est une île de héros. Nous sommes des héros. Et c'est ça qui est pour nous important. On a prêté de l'argent à Saint-Domingue. En 1797, Victor Hugues a fait un envoi de 700 000 gourdes à Saint-Domingue. En 1798, on a refait un nouveau prêt de 750 000 gourdes
que Saint-Domingue ne nous a jamais remboursé. On a envoyé de l'argent, on a envoyé des munitions et on a surtout, avec les libres de couleur, développé le commerce maritime, qui fait que le sucre, les denrées, tout ce qui se faisait, parce que même s'il y avait l'activité corsaire, il n'y avait plus l'esclavage, parce que Victor Hugues est arrivé ici avec le décret de la première abolition de l'esclavage, qui était le 4 février 1794, les habitations continuent à tourner. On n'a jamais arrêté à faire de l'agriculture. On a toujours continué. C'est pour ça que la Guadeloupe était considérée comme une puissance. Et je dis bien, pas une république, on était une puissance. Ça veut dire qu'on était au rang des grands pays de ce monde. On était en capacité, on a été nous-mêmes en capacité de créer des consuls à Trinidad, à Porto Rico, à Saint-Thomé et à la Nouvelle-Angleterre. Et on était en capacité de déclarer la guerre malgré on avait des consuls, on envoyait de l'argent. Et on avait surtout une puissance maritime qui était extrêmement forte. Et c'est ce que je veux dire ici ce soir aux Guadeloupéens, c'est que cette partie de l'histoire de la Guadeloupe sont des faits qui sont historiques, qui sont documentés. Vous avez un document qui est extrêmement rare, et je suis un peu peiné, parce qu'en 1988, vous avez Raphaël Bogat, qui était un haut commissaire guadeloupéen, qui a fait venir ici aux archives départementales le tribunal des prises de guerre. Le tribunal des prises de guerre, c'est quoi? C'est simplement un document que les États-Unis ont demandé à la France de faire parce que, à cause des corsaires de la Guadeloupe, on a pillé tellement de bateaux anglais. Oui. Donc les États-Unis ont demandé, en termes de réparation, que ce document soit fait. Et sur ce document qui se trouve aux archives départementales, vous avez les 2000 bateaux anglais, donc des États-Unis, qui ont été pillés par les corsaires de la Guadeloupe et qui se retrouvent aux archives. 2000 embarcations. 2000, mais ça, ce n'est... C'est une partie. C'est une partie parce qu'on vous explique un moment. Donc Michel Rodinho a fait un livre extrêmement important qui s'appelle La guerre de Kouski, voilà tout ça. Vous aviez une partie de bateaux donc, qu'on envoyait, mais il y a une partie qui était brûlée. Et donc, on estime que sur la période, on est à peu près entre 1800 bateaux coulés, enfin 1800 bateaux qu'on a capturés, mais je suis persuadé qu'il y en a bien plus. Et quant aux trésors cachés en Guadeloupe, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits en Guadeloupe où on a des trésors, mais je ne vais pas dire ça parce qu'on ne fait pas des chasses au trésor. Mais il y a de l'idée quand même. C'est-à-dire que t'enfuir le trésor. Il faut quand même dire les choses. Moi, j'ai regardé une émission qui a été faite depuis les États-Unis, et c'est des Américains qui voulaient savoir mais quels étaient les métiers des Occidentaux qui venaient de la Caraïbe. Et ils ont remarqué que tout le monde était dans la plongée, dans ski nautique, enfin bref. Mais ils venaient de régions où il n'y avait même pas de plan d'eau. Et donc quand ils ont commencé à demander mais pourquoi vous intéressez aux métiers aquatiques comme ça, cette question a été posée quand ils étaient en Martinique. Donc ils ont fait toutes les îles de la Caraïbe. Et le monsieur lui répond, mais est-ce que vous savez par exemple que quand le volcan a explosé en Martinique, à Montagne-Pelée, il y avait des bateaux en rade. Et ces bateaux avaient des richesses. Et la chose, c'est que nous faisons de la plongée pour aller aussi en quête de toutes ces richesses. Et on découvre que, en fait, il y a une histoire, parce que les descendants des deux camps, aussi bien de la Guadeloupe que d'ailleurs, existent, mais cette histoire n'est pas médiatisée au niveau des jeunes générations. Donc, qui fait qu'on ne se rend pas compte que, aussi bien sur le territoire que dans l'eau, il y a des milliards de dollars qui dorment parce que l'histoire elle est totalement méconnue. Et on nous détourne de cette histoire. Aussi peut-être parce qu'il y a des enjeux stratégiques, géostratégiques. Quand on voit l'Amérique qui fait le document pour faire un recensement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des éléments par rapport à ça. Et donc, là où c'est important, c'est le fait guadeloupéen dans l'histoire. Un fait guadeloupéen qui n'est pas mis en avant dans l'historiographie. Et moi, j'ai toujours su que nous étions une puissance parce que l'Amérique s'était intéressée à nous à partir de 1794 et qu'on avait des pleins pouvoirs politiques et autres. Mais c'est vrai qu'avec l'introduction de la dynamique du fait corsaire, on découvre une histoire avec une importance beaucoup plus grande. Et ça, c'est important. Mais nous, ce qui est important, et c'est sur ça qu'on insiste, c'est que les Guadeloupéens comprennent notre rôle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment, je ne fais de reproche à personne, mais j'ai le sentiment qu'on ne nous dit pas qu'on a été des héros. Et c'est pour ça que cette histoire relève beaucoup de choses. Et moi, je dis à un Guadeloupéen, nous ne sommes pas historiens, je ne suis pas historien, je n'ai pas l'intention de l'être. Tout ce qu'on connaît
c'est dû au travail d'écriture de beaucoup d'historiens guadeloupéens, notamment le docteur Joseph Fallope, Myriam Alamcan, le feu Michel Roudigno, Kevin Porcher, et vous avez Anne Pérotin-Dumont qui ont beaucoup écrit sur ces faits corsaires et qui relatent tous ces faits. Mais pour nous, ce qui est important dans cette histoire, c'est que les Guadeloupéens comprennent qu'on est des héros. Nous sommes des héros. Les libres de couleur, nos descendants esclaves, comme on les appelait, ont travaillé à ce que ce territoire redevienne français. Ça veut dire que le fait corsaire, ce qui est important dans le fait corsaire, c'est cet esprit de liberté. Parce que grâce au fait corsaire, les libres de couleur et les noirs et les anciens esclaves ont pu obtenir la liberté. Et c'est ça, et que même dans la reprise de la Guadeloupe en 1794, c'est dû à nous. Quand on parle, cette histoire, elle touche toute la Guadeloupe parce que la reprise de la Guadeloupe a été faite au fleur d'épée. Ils sont arrivés au large de la Désirade, ils sont arrivés au fleur d'épée, donc c'est ce qui a permis de reprendre la Guadeloupe, donc cette première région de la Grande Terre, pour descendre 6 mois après en Basse-Terre, où le siège de la République corsaire était installé. Donc pour nous, ce qui est important dans toute cette histoire des corsaires, c'est de comprendre le rôle des corsaires dans la Révolution française et dans son financement, que la Guadeloupe était considérée comme une puissance économique, on avait une puissance militaire, une puissance financière, et nous avions toute une espèce de décret, une espèce de démocratie que nous-mêmes on a su mettre entre nous. Et je vais juste faire un aparté parce que maintenant on parle beaucoup d'autonomie, mais même dans le temps, en 1794 jusqu'en 1798, il y avait déjà ce soulèvement de nous prendre en main, de reprendre notre identité, de cette appartenance à notre île. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc c'est pour ça que nous disons ce soir, nous ne faisons de reproches à personne, mais notre rêve serait qu'au Memorial Act, par exemple, lorsqu'on voit qu'il y a effectivement une scène sur les pirates, qu'on explique aux Guadeloupéens et aux touristes du monde entier que le fait pirate n'est pas qu'une affaire de contrebande, de pillage et de vol de bateaux, mais que les Guadeloupéens, les libres de couleur et les anciens esclaves se sont battus pour leur liberté et qu'ils ont financé et participé à la Révolution française et à la reprise de la Guadeloupe et notamment à la quasi-guerre entre les États-Unis. Si, on a payé et on a bien payé. C'est pas parce que la Guadeloupe, je ne sais pas, je le dis, les gens vont peut-être me prendre pour quelqu'un de fou. La Guadeloupe dégageait des excédents budgétaires. Je vais vous lire un passage que le ministre de la Marine et des colonies françaises écrit au directoire. Et vous allez voir qu'en fait, il dit, alors voilà, le ministre de la Marine, donc, et des colonies, dans un rapport au directoire exécutif, donc le 2 mai 1797, se félicite que l'union et la tranquillité règnent toujours à Guadeloupe. Et il dit, les provisions y sont en abondance. Les denrées coloniales, sans la sécheresse extraordinaire qui a régné pendant toute l'année, auraient donné plus de revenus que jamais. Et là, c'est ce qui devient intéressant. Le numéraire en circulation est passé de 30 à 35 millions. La colonie est dans un état de défense qui permet de briser toute attaque de la part des Anglais. Des prises très nombreuses ont été faites. L'une d'elles a produit plus de 2 millions. Et ça, on n'est que sur une année sur l'épopée de la République corsaire de la Guadeloupe. Donc c'est ce qui démontre aujourd'hui qu'on n'était pas des fainéants, on était des vaillants combattants, on avait de l'audace et on avait cette capacité à faire de la Guadeloupe une puissance économique. Maritime aussi. Et surtout maritime, parce que grâce aux corsaires de la Guadeloupe, donc aux libres de couleur, on a développé toutes ces zones de commerce, toutes ces routes maritimes. Et je fais un appel ce soir donc, au président de région qui parle beaucoup de l'économie bleue, en lui disant qu'on ne peut pas parler de l'économie bleue sans parler des gens qui ont fait cette économie bleue, et notamment les corsaires de la Guadeloupe, qui sont des Guadeloupéens et qui étaient des libres de couleur et des descendants. On allait très loin. On discutait cet après-midi d'un pirate guadeloupéen qui a fini roi de Madagascar.
C'est pour vous dire les distances qu'on faisait. Madagascar, c'est pas la porte à côté. C'est pas la porte à côté. Mais vous avez aussi... Donc, il naviguait à travers le monde. Totalement. À travers le monde, parce que le mouvement, à cause donc, du mouvement corsaire en Guadeloupe, c'est ce qui a permis tout cet entraînement de liberté, et notamment en Haïti. Si la révolution en Haïti a démarré, c'est à cause des corsaires de la Guadeloupe. Parce que c'est eux qui ont amené cet esprit de liberté, parce que ici vous aviez des clubs jacobins, etc. Donc vous aviez tous ces mouvements qui étaient là. Donc tout cet entraînement de liberté part du fait corsaire. Et c'est pour ça que pour nous, si on doit symboliser le corsaire, c'est la liberté avant tout. Et pour faire un clin d'œil à la société d'aujourd'hui, quand on voit par exemple les mouvements de grève qui existent, on voit beaucoup, et même dans des syndicats, des syndicats, on a un symbole qu'on retrouve toujours qui est le drapeau rouge. Mais le drapeau rouge, c'est le drapeau des corsaires, puisque les corsaires, les pirates... C'est pas le drapeau à tête de mort? Non, parce que les pirates avaient deux drapeaux. Le premier qui était le drapeau noir avec la tête de mort et les deux fémurs, qui était déjà un signe de danger. Quand on voyait ça, c'était déjà prendre la fuite. Mais quand ils tiraient le drapeau rouge, c'était sans quartier. C'était ni foi ni loi. On allait à feu et à sang parce que notre objectif principal était de gagner. Et on a tellement gagné que je vous dis qu'à cause de ça, les États-Unis nous ont demandé de créer ce tribunal des crimes de guerre qu'on peut retrouver aux archives départementales. Donc c'est pourquoi nous, on dit aux Guadeloupéens qu'il faut s'intéresser à notre histoire et que l'histoire, si on doit symboliser le corsaire, c'est le pirate, du moins, c'est celui qui entreprend. Et C'est le marron des mers, quoi. C'est un marron, mais c'est surtout... Au-delà même de l'aspect seulement révolte. Oui. C'est pas comme marron, là, c'est la puissance des mers. C'est la puissance, mais c'est surtout parce que ce qui différencie d'un corsaire d'un pirate, c'est simplement parce que le corsaire avait une lettre de marque, donc une autorisation du gouvernement qui devait donc piller tous les bateaux ennemis qui venaient là. Et le pirate, bon, lui, et donc, quand on était corsaire... On finance le pirate. Et quand on était pirate et corsaire, on avait une part qu'on reversait au gouvernement. Et quand on était pirate, donc c'était à notre aide pour tous les gens qui avaient. Et c'est pour ça que nous, on dit que l'esprit pirate, la symbolique du pirate, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui a l'audace de faire, c'est celui qui n'a pas peur, c'est celui qui, malgré ses moyens, il n'a pas... Parce qu'il n'y a pas eu d'école militaire. Il n'y a pas eu d'école pour gagner. C'est des gens qui ont appris à se battre avec des épées, des armes, avec des haches, avec des couteaux, avec toute espèce de choses, et qui ont gagné. Quand on regarde l'histoire, il n'y a pas beaucoup de corsaires guadeloupéens qui ont été pendus. Il y en a d'autres, mais les corsaires guadeloupéens n'ont pas été tellement pendus. Donc cela... Ils ne se faisaient pas prendre? Non, parce que c'était des gens qui, je pense, qui étaient de sérieux et qui étaient des personnes redoutables. Donc aujourd'hui, je pense que tout cet exploit doit nous permettre d'avoir une meilleure appropriation de notre histoire, de qui nous sommes, et que même, alors peut-être que je me dis que je suis fou, mais même ce mouvement de révolution qu'on a aujourd'hui, je pense que ça descend depuis cet ADN des corsaires. Je pense que ça vient depuis avant même de nos ancêtres. Avant même qu'ils prennent le bateau pour venir ici. C'est une histoire qui doit être transmise aux jeunes générations dans le cadre scolaire. Parce que là, on atteint la grande limite du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'une histoire aussi riche, avec des lieux, des noms de lieux, avec des témoignages, avec aussi un intérêt à l'international pour la Guadeloupe, cet intérêt qu'on ne connaît pas trop. Vous voyez, ces gens qui viennent avec des balises GPS de repérage de bateaux, qui font de la plongée, qui vont chercher un bateau en bas, qui récupèrent un truc, qui partent avec sans nous dire qu'ils l'ont pris. Bon, ça fait partie des choses qui sont notre réalité aujourd'hui, mais je pense qu'il faut retrouver cet esprit pirate quelque part. Oui, parce que le pirate, c'est celui, même la piraterie moderne, quand on regarde aujourd'hui, et quand on regarde même Pirates des Caraïbes, hein, on voit bien que le pirate, à un moment donné, ne s'enrichit jamais. Il remet un équilibre. C'est-à-dire que même les pirates aujourd'hui modernes, quand ils volent qui? Ils ne volent pas nous, ils volent les plus riches. Donc c'est pour permettre d'avoir cet équilibre, parce qu'on ne peut pas avoir des personnes qui dominent le monde avec des richesses et que d'autres n'ont pas. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut dire, alors oui, les gens vont nous dire que c'était des voleurs, etc. Mais ce sont des voleurs, les corsaires étaient quand même commandités par l'État. Donc, voilà. Et la piraterie existait dans le monde entier. Tous les gouvernements ont fait. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on est devenu, et je suis très heureux parce qu'on était une puissance. On était une puissance. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas mettre en doute ce qui est dit à ce niveau-là, parce que quand on parle de pirates, on parle de la Caraïbe.
La seule problématique, c'est vrai, dans le monde, quand on dit pirate, c'est la Caraïbe, non? C'est pour ça que le film s'appelle a super bien Pirates des fonctionné Caraïbes. finalement. Sauf que le lien entre nous et cette histoire-là n'est pas fait dans l'historiographie. Donc ça reste une histoire hors sol qu'il faut pouvoir réintégrer dans certaines réalités. Ça, c'est important. Et nous, c'est ça notre rapport. C'est-à-dire que notre rapport au niveau de l'association, c'est justement donc de créer des animations qui permettent de mettre en lumière toute cette épopée historique. Mais nous le disons bien, et j'insiste, on n'est pas historien, on n'a pas l'intention de l'être. Notre objectif est de créer des animations à travers ces faits marquants qui existent en Guadeloupe, qui sont là, pour permettre une meilleure appropriation des Guadeloupéens de qui nous sommes, d'où nous venons, quelles sont nos origines, et de créer donc des produits d'appel touristique. Parce que vous n'êtes pas là pour, voilà, effectivement. on la vulgarise et que notre objectif est là, parce que vous avez des historiens qui font ce travail, qui est un travail extrêmement remarquable, mais j'irai beaucoup plus loin, parce que vous avez beaucoup de faits méconnus en Guadeloupe qui ne sont pas réappropriés. Et je vais finir une parenthèse très clairement sur ça. Vous avez le Chevalier de Saint-Georges aussi, qui devrait être plus mis en avant, parce que c'est un Guadeloupéen qui a combattu pendant la Révolution. On le connaît comme un illustre virtuose, comme un musicien de talent, mais il n'a pas été que ça. Et vous avez plus récemment, en 1848, Léonard-Marie Sénécal, qui est un héros de 1848 et qui a, alors je ne fais pas de publicité et je ne suis pour personne, mais qui a un combat similaire à ce qu'a fait M. de Montan en 2009. Très bien. Alors moi j'aurais une petite question juste après la coupure pub sur l'aspect historique. Bon, tu pourras méditer dessus. C'est que si on était si puissant dans cette période dont tu nous as parlé, donc 1794 à 1888 à peu près. 1798. Donc c'est la République corsaire pendant 5 ans, mais l'épopée corsaire termine en 1810. 1810, mais comment se fait-il qu'ils aient pu reprendre la Guadeloupe dans nos mains si on avait de telles puissances à nos dispositions? Parce qu'on n'avait plus les corsaires. Ah, ils n'étaient plus là? Mais non, l'épopée corsaire, parce que le fait corsaire a mais tellement... c'est 1802, ils sont revenus ici. Non. L'épopée corsaire, c'est de 1793 à 1810. Vous avez la République corsaire de 1794 à 1798. En 1802, on a le rétablissement de l'esclavage. Mais donc l'épopée corsaire continue toujours en 1810, sauf que ça a fait tellement de dégâts, et il y a tellement d'or qui ont été volés, tellement de bateaux qui ont été pillés. Donc les pays ont fait un espèce de traité pour arrêter donc, l'épopée corsaire. Et donc c'est pour ça que l'épopée officiellement s'arrête en 1810. Et c'est ce qui fait que, comme on n'a plus de corsaires, donc ils sont partis ailleurs, ils ont été faits. Donc les Anglais... Mais ils auraient pu porter un coup de main à Delgrès quand même. Ils auraient pu financer Delgrès, ils auraient pu venir attaquer de la côte, justement, les prendre en étau une fois qu'ils avaient débarqué. C'est ça, c'est là où je veux en venir. Pourquoi ils n'ont pas intercédé? Ça, je ne peux pas répondre, les historiens pourront répondre. Simplement, ce que je dis, c'est que à partir de 1810, en tout cas, la Guadeloupe redevient donc sous la joug d'un autre État parce qu'on n'a plus de corsaires en Guadeloupe. Tout simplement. On se quitte pour une page de pub et on revient en plateau avec nos invités. Et là, on parlerait effectivement du projet de développement touristique autour de cette piraterie et de ces corsaires guadeloupéens. De retour sur le plateau, nous sommes toujours en présence de notre expert des humanités classiques africaines, Nyosere Kalala Omotunde. Il est présent, il est en compagnie donc de Laurent Tavernier de la Société des corsaires de Guadeloupe. On a déjà appris beaucoup de choses sur la première partie, à savoir qu'on rayonnait carrément internationalement en termes de piraterie ici en Guadeloupe. Nous avions d'énormes prises, plus de 2000 bateaux visiblement, ne serait-ce qu'au niveau de la Basse-Terre. 2000 bateaux, c'est énorme quand même. Énorme, 2000 bateaux. Parce que ça veut dire que non seulement il y avait des stratégies d'attaque des bateaux, mais une connaissance aussi des fonds marins, avec les cailles, comment pousser un bateau vers les cailles, le coincer, l'immobiliser, l'attaquer par la suite. Et là, il y a des choses très intéressantes aussi à apprendre à ce niveau-là. Et donc, l'enjeu, je dirais, de tout cela, c'est que ce patrimoine ne reste pas lettre morte et qu'on puisse maintenant véritablement miser là-dessus. Alors, je tiens quand même à rappeler que dans la Caraïbe, vous avez des îles où on a accueilli des séquences de James Bond. Et donc tout ça est mis en avant. Donc c'est-à-dire quand il y a des films qui sont tournés, c'est vrai que le pays caribéen sait mettre en avant que voilà, c'est un lieu de tournage des grands studios. Là, je dirais on a quand même le must du must quand même ici.
il faudrait quand même penser à en faire quelque chose. C'est Et sûr. c'est là où M. Tavernier a eu une idée extraordinaire, d'ailleurs on va prendre le temps d'en parler, c'est de valoriser ce patrimoine-là à tous les niveaux. Alors comment on fait ça? Ben, comme j'ai expliqué, notre objectif est de créer des produits d'appel touristique qui permettent donc aux Guadeloupéens dans un premier temps de se réapproprier cette histoire et de créer une plus-value pour la Guadeloupe à travers les touristes. Donc c'est de là qu'on a eu l'idée donc de créer une immersion interactive qui prend la dénomination donc d'un spectacle mémoriel sur l'histoire et l'épopée des corsaires de la Guadeloupe, et dont un qui est très célèbre, qui est le Capitaine Moued. Capitaine Moued. Voilà. Et que cette manifestation, dans sa préfiguration, doit se faire le 14 juillet 2022 à Bouillante, sous le thème de Bouillante à l'abordage. Parce que, pourquoi Bouillante? Ben déjà, je tiens à remercier donc le maire de la ville de Bouillante, M. Abelli, et sa première adjointe, Mme Baillé, et l'ensemble du conseil municipal de la ville de Bouillante qui a accepté de faire un tel projet sur ce territoire, mais ils ne l'ont pas accepté pour mes beaux yeux ni pour moi. Ils l'ont accepté surtout parce que la ville de Bouillante, comme vous le savez, s'est inscrite dans un processus d'ouverture de son territoire sur la mer. C'est comme ça que Bouillante a le label de France Sensation Nautique, où elle a 2 étoiles. Donc, c'est la seule commune de Guadeloupe qui a ces 2 étoiles. Elle a signé récemment donc, le label avec Odyssea, qui est un consortium européen qui ouvre le territoire sur les routes bleues mythiques et qui va récupérer donc, les yachteurs de luxe. Et que Bouillante, historiquement, a dans sa baie, donc lance à la barque, 2 flûtes qui sont sur les... Donc, les flûtes, pour rappeler, c'est un navire hollandais de charge à 3 mâts et qui a des voiles à carré blanc. Et dans ces 2 bateaux, donc il y en a 6 qui sont connus dans le monde. Donc on a 2 qui sont dans la baie de Bouillante, dans les eaux de Bouillante. Et dans chaque bateau, vous aviez 400 000 pièces d'or de francs et plus de 2 500 000 en lettres de charge qui sont dans les eaux de Bouillante. Est-ce que c'est là toujours? Alors, en 1992, sur la présidence de Mme Lucette Michaud-Chevry, il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites par une association qui est Prépa Sub-Antilles, qui a fouillé ces bateaux et qui a permis de relever un certain nombre d'éléments, donc notamment des canons, et un certain nombre de vaisselles. Je suppose que la baie de Bouillante doit garder des trésors extrêmement riches. Et ce ne sont pas des bateaux qui sont très loin, ce sont des bateaux qui sont très très près de la côte. Combien de mètres à peu près? Ah, je ne peux pas dire parce que je ne suis pas spécialiste de ça. D'accord. Mais, Parce qu'on lance une chasse au trésor dès ce soir. Hein? mais la ville de Bouillante a historiquement un passé corsaire et pirate, parce que vous avez bien vu que Bouillante est l'une des rares communes de la Guadeloupe à avoir autant de criques. Et l'histoire dit, donc l'anecdote dit, qu'il semble qu'il y a un livre de couleur qui aurait trouvé donc un trésor sur la plage de Lens-à-la-Barre et qui aurait acheté donc une entreprise et qui aujourd'hui, je ne vais pas la nommer, mais qui aujourd'hui est un des fers de lance de l'économie de la Guadeloupe. Donc, Ils font quoi comme produit? je ne vais pas dire. Mais si, dis. Je ne vais pas dire. Mais si, dis. Je n'ai Un pas liquide? Je dis, voilà. Ah, je crois que j'ai vu un partenaire qui... Donc, l'histoire... Qui fait un liquide. Donc, Et donc leur fortune viendrait de là? Non, donc, une partie... Une partie. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce que dit M. Tavernier, et je dirais qu'il est une la palissade à un certain niveau. Quand vous êtes sur la côte sous le vent, c'est une partie de la Guadeloupe où il n'y a pas de vagues. Et il y a beaucoup de cryptes, des fois même inaccessibles. On ne peut pas y arriver autre que par la mer, avec beaucoup de grottes, avec beaucoup de choses pas claires. Bon. Et c'est vrai que le Guadeloupéen, qui n'est pas au courant de tout cela, a un peu tendance à regarder la mer bleue en se disant, tiens, la mer, elle est belle, mais ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Et donc, à partir de là, ça fait que comme il y a beaucoup de bateaux qui viennent, et qu'il y a Maria, enfin, toute une série de cyclones, qui remuent tout ça en dessous, et qui déplacent des choses et des pièces d'or qui se baladent à gauche, à droite, et on brade les détecteurs de métaux
avec, je dirais, de la plongée. Mais tout ça, c'est dit dans le documentaire, en fait. Ce documentaire fait par des gens de Miami, ils disent que mais non. C'est-à-dire qu'avec la houle, avec tout ça, ça déplace, ça ouvre les coffres, les pièces d'or se baladent, et on peut trouver à même 20 km plus loin une pièce d'or qui était dans un bateau. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est qu'on aimerait que les collectivités territoriales fassent leur travail. Et la ville de Bouillante donne le là dans cette direction-là. Deuxièmement, on aimerait que le Guadeloupéen se réconcilie avec la mer. Qu'il arrête de voir la mer comme étant un verre d'eau, parce que dans ce verre d'eau, il y a un certain nombre de choses, il y a une histoire profonde, il y a des réalités, et la chose qui se passe maintenant, c'est de se donner les moyens, à travers, je dirais, ce qu'on appelle le spectacle vivant, de pouvoir faire en sorte que les rêves de M. Tavernier deviennent réalité. Parce que je pense que quand on est dans un pays qu'on n'a plus personne qui rêve, eh ben c'est un pays qui est en train de mourir. Mais quand on a des gens qui rêvent, eh ben donnons-leur les moyens de véritablement faire en sorte qu'ils soient en mesure de partager ce rêve avec les enfants. Parce que je pense que c'est plus les jeunes générations. Mais déjà, les pirates, ça fait rêver les enfants. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils doivent sortir du prisme de l'histoire Ouan et rentrer dans quelque chose qui est très étoffé et qui ouvre des champs au niveau de l'imaginaire qui sont très intéressants. Donc, je reconnais. Donc, il y a ce côté historique à Bouillante. Donc, avec la ville de Bouillante, notre idée est de créer un spectacle en son et lumière qui est à la fois donc, une immersion interactive où nous plongeons les touristes, mais d'abord les Guadeloupéens, dans l'univers féerique donc, du capitaine Moued, où vous êtes transporté dans une taverne avec un spectacle mémoriel qui sera fait avec la participation de Stéphanie Rupert et de... C'est qui le directeur artistique? C'est secret, il faut garder quand même les chefs, il ne faut pas tout dévoiler. Ah non, mais moi je veux tout savoir, moi. Et donc nous avons Et qui a le rôle du capitaine Moued? Ah, ça, il faut attendre. Il ne faut pas être trop pressé non plus. Il sera un peu comme dans Pirates des Caraïbes, comme Johnny Depp? Peut-être pas, on verra. Donc l'idée de ce spectacle, donc, en termes de direction chorégraphique, nous avons donc la participation de M. Marvin Babé-Mézen, que tout le monde connaît ici, qui est un chorégraphe extraordinaire. C'est lui qui s'occupe des Miss, je crois. Voilà, et pas que de ça d'ailleurs, mais en partie. Et donc ce spectacle mémoriel que nous menons, il est fait avec la participation des jeunes qui sont issus des quartiers de la politique de la ville, des jeunes qui seront pris dans les universités, notamment dans les lycées, parce que notre objectif à travers ce spectacle, c'est une réponse par rapport à la crise que nous avons subie. On se rend compte que beaucoup de Guadeloupéens, lors de cette crise, ont poussé un cri d'alarme parce qu'ils demandent aujourd'hui qu'ils soient entendus. Donc nous souhaitons à partir de ce spectacle mémoriel, de leur offrir cette opportunité de concevoir un produit d'appel touristique qui pourra être représenté sur l'ensemble donc, des sites touristiques de la Guadeloupe, qui soit en lien avec toute cette démarche archéologique et de la plongée sous-marine à travers donc, une grande chasse de trésors, pour créer cette démarche d'animation mémorielle qui doit s'intégrer dans le cadre d'un itinéraire culturel auprès du Conseil de l'Europe. Donc, pour revenir sur le spectacle, donc ce spectacle, donc vous serez plongé donc, dans l'univers fantastique des corsaires de la Guadeloupe et notamment du capitaine Moued. Et pourquoi le capitaine Moued? C'est tout simplement parce que ce n'était pas un Guadeloupéen qu'il est devenu et qui était un des corsaires les plus riches de la Guadeloupe. Il est surnommé le capitaine Moued parce qu'en 1796, il y a eu un combat maritime, un célèbre combat maritime qui s'est fait au large de la Guadeloupe. Et dans ce combat maritime, il a été attaqué par un brick anglais et là, il n'avait plus de munitions. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces pièces d'or qu'on appelait les Moued, qu'il a mis dans les canons et qu'il a tiré et il les a tués. Et l'histoire nous rappelle que dans la coque du bateau, quand ils ont ramené le bateau à Pointe-à-Pitre, il y avait 1800 pièces d'or dans la coque. Et sur chaque cadavre qui a été tué, il y avait 300 pièces d'or sur eux. Donc cela démontre qu'il y avait une richesse considérable. Donc, à travers donc, ce spectacle féerique qu'on veut faire, c'est un lancement d'une préfiguration parce que la route du Rhum, son vrai nom, c'est la route des corsaires.
Donc c'est une manifestation de préfiguration qui Donc va vous voyez déjà un peu la jonction des deux. Hein. Mais il y a pas de... C'est la jonction. De toute façon, quand on regarde le tracé de la route du Rhum, c'est la route des corsaires. Il y a pas... On n'a pas besoin d'avoir fait sciences politiques pour savoir ça. C'est la route... On a juste braqué que sur le Rhum. Voilà. Encore, et Donc on a nous, omis, notre idée est de créer une animation mémorielle qui soit une action locale, pérenne et itinérante, qui va servir à la fois le lancement est à Bouillante, parce que Bouillante pas à l'abordage de la reconquête économique de ce territoire, parce que le Covid-19 a fait beaucoup de fracas sur le tourisme et sur ce territoire, notamment dans le sud Basse-Terre. Donc, avec la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, donc à travers son président, M. Abelli, notre objectif est de créer une animation pérenne et itinérante qui permette d'animer l'ensemble des sites touristiques de la Guadeloupe, notamment le Fort d'Elgrès, qui est sous-utilisé, et d'autres endroits de la Guadeloupe. Fort Fleur d'Épée aussi, très sous-utilisé. Fort Fleur d'Épée, bien sûr. Pour permettre de créer un spectacle itinérant qui soit un produit d'appel économique et que ces personnes qui seront là puissent créer leur activité et leur emploi et permettre justement aux entreprises guadeloupéennes de se greffer sur cette manifestation pour relancer l'attractivité, redonner espoir et donner justement à de nouveaux investisseurs de venir en Guadeloupe sur une thématique mémorielle et qui est historique. Donc voilà le rôle que nous avons. Et ce qui nous amène ici ce soir, c'est parce qu'aujourd'hui, cette manifestation intègre également donc, des hologrammes et de la 3D mapping. Donc nous sommes sur un budget de 80 000 €. On a déjà trouvé la moitié du financement et on cherche l'autre partie. Mais avant tout, je tiens quand même à remercier les premiers donateurs parce que sans eux, je ne serais pas arrivé là. Donc, vous avez Mme Betty Armougon, qui est conseillère régionale de la Guadeloupe, qui nous accompagne. Vous avez Mme Eustache, qui est adjointe au maire de la ville de Bemao, qui nous accompagne. Nous avons l'entreprise Ormat Technologies qui nous accompagne. Nous avons, à notre plus grande surprise, donc le ministère des Outre-mer qui nous a accompagnés sur ce projet. Oui, parce que ce n'était pas gagné d'avance, mais qui nous accompagne. Et vous avez M. Moutounde, qui est là aussi, qui nous donne une force dans ce projet, parce que nous avons besoin justement d'ambassadeurs. Et nous avons été rejoints très récemment par Mathias Berbiani, qui est un Guadeloupéen, qui est champion d'escrime d'Europe et qui est l'entraîneur de l'équipe de France au Japon, qui a décidé d'être un de nos parrains de cette manifestation. Il y aura des démonstrations à l'épée? Bien sûr. Sur la thématique, donc obligé. Les corsaires sans les épées, c'est comme si on me parlait de corsaires sans Rome. Et nous savons bien que notre idée est vraiment que les gens soient immergés dans cet univers fantastique, mais qui ne soit pas un côté sérieux, qui permette aux gens de retrouver cette féerie d'antan. Parce que c'est un bal qui est costumé, où vous avez un banquet qui sera fait. Vous aurez un open bar aussi avec un barman qui va faire toute la soirée et vous aurez... J'ai vu un beau nom pour le banquet. Voilà. Et ça sent bon tout ça. Et oui. Il y a un restaurant par là en plus. Bien sûr, parce que notre idée... notre idée est de créer et de refaire revivre la Guadeloupe dans son faste et dans sa splendeur d'antan. Je ne vais pas le dire parce qu'il ne faut pas le dire, mais l'idée de ce spectacle est de créer une soirée mondaine qui reprend tous les codes de la société antillaise guadeloupéenne, parce que on n'a rien contre les autres, mais c'est de retrouver cette gloire d'antan, de retrouver ces costumes où les gens pourront mettre leurs bijoux, comme les gens pourront s'habiller, les gens pourront mettre leurs masques, les gens pourront mettre leurs belles robes, leurs belles tenues, et c'est vraiment cet esprit. Et c'est pour ça qu'avec le président de la communauté d'agglomération, qui est maire de la ville de Bouillante, nous avons, et je veux le remercier vraiment parce qu'il nous accompagne sans ambiguïté. Et quand vous êtes des jeunes comme nous, ou vous n'êtes pas connus, on peut vous prendre pour quelqu'un de farfelu, c'est très difficile. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même heureux d'avoir le soutien indéfectible donc, du président de la communauté d'agglomération et de sa première adjointe, Mme Baillet, et nous espérons que la région et le département vont nous accompagner sur cette animation parce qu'avant tout, ça reste un produit, une animation territoriale qui utilise l'histoire de la Guadeloupe pour en faire un produit d'appel touristique. Et nous lançons un appel, bien sûr, donc, aux potentiels investisseurs pour venir nous accompagner parce que c'est vraiment une démarche d'animation mémorielle. Ce n'est pas un spectacle pour faire un coup, c'est un spectacle qui s'intègre sur la durée. On parle d'un spectacle de 2 heures quand même. 2h30. 2h30. Donc il y a beaucoup de matière si ça tient. Mais vous avez tout compris. C'est-à-dire, vous avez un spectacle dans un spectacle. Vous avez le spectacle mémoriel qui va être fait avec les jeunes,
qui va durer 2 heures, mais vous avez en plus dans la salle tout un spectacle qui est fait avec les barman, avec les serveurs, avec Le cadre en lui-même est un spectacle. voilà, le cadre en lui-même est un spectacle, c'est un spectacle dans un spectacle. Et donc, c'est vraiment de créer ce produit d'appel. Et je veux même vous dire quelque chose. J'ai été contacté par une société américaine. Disney, Pirates des Caraïbes. Ah, je ne vais la pas franchise. dire. Je ne vais pas dire. Mais on a une société américaine qui nous a contactés et qui nous a dit que dès que la manifestation est faite, elle nous demande de la faire dans un pays aux États-Unis. D'accord. Ils veulent voir un peu ce que ça donne. Voilà, ils veulent voir. Ils sont très Avant de- intéressés par ça parce qu'ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais... je répète les mots textuellement. Hein. Ils nous ont dit, on n'a jamais vu aussi un projet aussi grandiose et aussi innovant qui allie l'histoire de la Caraïbe dans une animation. Et donc, on a même une compagnie de croisière, je ne vais pas citer son nom non plus. Ouais, mais qui si non, nous a- il faut vendre le temps. Oh qu'a cité. Ah, d'accord. Donc, D'accord. donc, Ok. voilà. Donc, Discussion. Ok. cela démontre aujourd'hui, je le dis serment, on n'est pas obligé de le faire pour moi, mais moi je m'aime. Donc ça c'est déjà quelque chose en soi. On n'est même pas obligé de le faire pour l'association si on ne l'aime pas, mais je dis qu'on doit le faire pour l'histoire de la Guadeloupe, parce que la mémoire de la Guadeloupe, c'est ce qui nous permet à nous de nous intégrer et d'avoir notre identité, de savoir qui nous sommes. Parce que l'histoire et le patrimoine de la Guadeloupe sont des économies qui sont incomparables. Aujourd'hui, on peut me parler de tout ce qu'on veut. L'économie bleue et le patrimoine sont aujourd'hui des niches où il faut aller puiser, où on peut créer des emplois et on peut créer une richesse et une plus-value pour la c'est Guadeloupe. Donc, je dis aujourd'hui à tous ceux qui m'entendent, nous ne sommes pas venus pleurer parce que les corsaires ne pleuraient pas. Mais vous n'allez pas braquer les gens non plus pour avoir le Voilà. budget. Mais on demande, confiance. on insiste et on dit qu'on a besoin de l'accompagnement des entreprises et des collectivités pour nous permettre d'aboutir à ce projet parce qu'on considère que c'est un projet qui va apporter une nouvelle forme d'animation pour le territoire. Parce qu'il faut repenser le territoire. Il faut repenser le tourisme. Aujourd'hui, on se rend compte bien que le Covid a massacré le tourisme. Donc aujourd'hui, il faut repenser le tourisme différemment. On doit apprendre à vivre avec le Covid, mais on doit aller chercher une nouvelle forme de clientèle. C'est-à-dire, vous avez une clientèle qui se trouve en mer, sur les yachts de luxe, qui, je ne sais pas, alors je ne veux pas parler de choses que je ne sais pas, mais à mon avis, qui ne descendent pas en tout cas et qui déposent des capitaux. Et je vais prendre un exemple simple. J'ai eu la chance de travailler pendant 1 an en principauté de Monaco. Et je peux vous dire qu'entre les touristes de croisière, c'est une autoroute maritime parce que quand un part, vous avez deux. Il reste, il y en a ceux qui... Et entre les yachteurs de luxe qui descendent à Monaco, rien que ça fait déjà la richesse de Monaco. Donc nous avons un patrimoine et un paysage qui est aussi équivalent que ce que fait Monaco. On a cette possibilité de pouvoir faire des choses, donc d'attirer ces touristes pour qu'ils viennent ici. Alors moi, je voulais rajouter... Pour la fin. Et c'est important parce que c'est pour montrer que c'est vraiment un projet avec plusieurs pétales. Vous vous rendez compte que si nous rentrons dans le domaine de l'animation 3D, ça veut dire qu'on aurait la possibilité de prendre, donc, à partir donc, de la carcasse du bateau qui est sous l'eau, de modéliser et de faire sortir ce bateau et que l'enfant puisse voir, voilà de quel bateau nous parlons. Tous ces bateaux des pirates, nous avons des éléments qui nous permettent tout simplement de leur redonner vie à partir des animations 3D. Donc, qui fait que là-dessus, sur le plan pédagogique... Ce serait une immersion vraiment dans l'histoire. là. C'est-à-dire, imaginez qu'on peut même avoir un lieu technologique dédié à ça, en imagerie 3D, en animation. On parle de réalité augmentée, de métatarse. Et voilà, par exemple, la Guadeloupe qui rentre directement dans ces technologies avec un produit d'appel unique. Une histoire vraie. Et nous sommes au centre de cette histoire. Maintenant, je dirais, c'est une chose qu'il faut léguer aux jeunes générations. Et au moins, là, on pourra dire qu'il s'est passé quelque chose en Guadeloupe Clairement. à ce moment-là, c'est-à-dire un état d'esprit qui a considéré que la Guadeloupe était un diamant, pas une terre où on vient barrer les routes pour demander 2,50 € à personne. Nous avons suffisamment de richesses dans ce pays pour être des leaders mondiaux dans différents domaines.
on l'a compris, hein, il n'y a pas que la géothermie, N'est-ce pas? Il n'y a pas que il y ça. a beaucoup de domaines. À nous d'être responsables et d'être visionnaires et de ne pas perdre notre capacité de rêver. Voilà, c'est important. Merci. Pour ces connaissances supplémentaires. Merci à vous, Monsieur Tavernier. Comme quoi le hasard n'existe pas. Hein. Mais merci en tout cas beaucoup pour ce projet. Les auditeurs ont beaucoup apprécié justement d'en apprendre plus sur ce pan de l'histoire. Il y en a même qui disent finalement quand on vous avait parlé des trésors, il y en a qui disaient ben c'est pour ça qu'on nous a dégoûté de la mer finalement. C'est peut-être pour ne pas aller fouiner fouiner de ce côté-là. En tout cas un très beau projet, qui s'il faut qu'il voit le jour effectivement, il vous manque 40 000 € sur les 80 000 € de budget. Vous faites donc appel aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités pour boucler effectivement ce budget pour créer un spectacle autour des corsaires guadeloupéens. Franchement, l'idée est excellente. Donc chapeau bas et on espère effectivement pouvoir assister au show et de voir notre Johnny Depp local émerger, qui sait, hein. Merci encore messieurs. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Bisous.